Donc, Monsieur Philippe Hurtaud devant moi, chercheur à l'IRIS. Comment allez-vous? Ah, très bien, vous? Ben, ça va bien. On est content que vous venez nous parler de la situation du logement. En plus, on s'entend que les déménagements arrivent le mois de juillet, qui s'en vient. Qu'est-ce qui se passe dans le logement actuellement? On a vu une explosion quand même manifeste dans les dernières années de toute l'explosion des condominiums, tout ça. Ça allait bien de ce côté-là, on s'entend. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui avaient peut-être plus de difficultés, les gens justement qui cherchaient un appartement? Est-ce que la situation est difficile pour toutes ces personnes-là et par rapport aussi au coût du logement? Oui, ben c'est ça. C'est sûr qu'en chaque année, c'est un peu, c'est comme Noël. Le 1er juillet, c'est l'époque où est-ce qu'on, une fois par année, on se préoccupe du logement. Pourtant, bon, c'est quand même une réalité qui touche les gens au jour le jour, mais bon, faut croire qu'on s'en préoccupe une seule fois par année. C'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que la situation est difficile? C'est une bonne question, hein, parce on sait depuis, disons, peut-être l'an 2000, on parle beaucoup qu'il y a existé au Québec une crise du logement. Hein, une crise du logement, très simplement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de logements sur le marché pour répondre aux besoins de la population. Il y avait, même en 2000-2003, on calcule un état, disons, de pénurie dans le marché quand il y a un taux d'inoccupation, c'est-à-dire des logements inoccupés par rapport à l'ensemble du parc locatif. Quand le taux est en bas de 3 quand il y a moins de 3 de logements disponibles, on dit qu'il y a un état de pénurie. En 2000-2003, le taux d'inoccupation au Québec était systématiquement, disons, entre 0,7, 1, 1,2. Donc là, vraiment un état de crise. Il n'y avait pas beaucoup de logements sur les marchés. Je pense que la Ville avait même mis sur pied je pense des lignes SOS logement pour les gens qui étaient vraiment pris là, avec une famille sur la rue. On parlait de situation de crise, effectivement, parce qu'à chaque 1er juillet, il y a des familles à la rue. Vraiment, c'était un état. Et aussi, il y a eu des conséquences sur, disons, l'évolution du coût du logement au Québec. De 2000 à 2012, on n'a pas encore les statistiques pour 2013 cette année, mais on va les avoir la semaine prochaine. On a vu une augmentation, disons, de 40 $ en termes de dollars constants, c'est-à-dire une augmentation des loyers plus rapide que l'inflation, plus rapide du coût de la vie. Donc, on peut voir que les locataires, globalement, donnent une plus grande part de leurs revenus pour se loger aujourd'hui qu'il y a 10-12 ans. Mm-hmm. Cela dit, depuis donc 2000, on parle qu'il y a crise du logement. À chaque année, on en fait l'état. À l'IRIS, on a fait 7 notes socio-économiques d'affilée. Cette année, on serait à notre 8e édition, mais on ne pourra pas la publier cette année. On se rend compte que peut-être le terme de crise du logement est un peu à revoir, à revisiter, parce que, disons, depuis 2003-2004, on ne voit plus le même état de crise qu'on a pu voir dans les années précédentes. Une subtile différence, disons. Là, on parle plutôt d'une espèce de stabilisation ou de retour à la normale, mais dans un état de pénurie permanente, en fait. C'est-à-dire le retour à l'équilibre dans le marché du logement locatif, évidemment, c'est pas fait par un retour, disons, à un taux d'équilibre à 3 %, mais on voit plutôt une stabilisation du marché locatif avec des taux d'occupation à 2,5 %. Donc, il y a comme une forme de normalisation de l'état de pénurie. Donc, c'est plus une crise du logement drastique comme on a pu connaître dans les premières années de la décennie 2000, mais vraiment une normalisation d'un état de manque, d'un état de rareté, dû à plusieurs raisons, évidemment, c'est-à-dire on peut évidemment pointer du doigt le manque d'investissement public dans la construction de logements sociaux et de logements locatifs. Ça, c'est évident. Depuis 1994, depuis les coupes du gouvernement fédéral sous le gouvernement, pas Charest, mais Chrétien et Martin. Ouais. Depuis 1994, dans la foulée de la lutte au déficit, on a vraiment vu un ralentissement des investissements publics dans le logement social. À chaque année, il y a des bouts d'enveloppe budgétaire, disons, dédiés à ça. Dernièrement, le NPD avait réussi à négocier, disons, un rehaussement des fonds, mais c'est toujours très ponctuel, très à la pièce. C'est pas une stratégie, disons, de longue haleine. On peut voir aussi, disons, cette permanence de la crise à travers les stratégies. Justement, les pouvoirs publics ne veulent pas stimuler la construction de logements locatifs ou de logements sociaux. Ils ont mis beaucoup d'efforts sur les politiques d'accès à la propriété, comme vous faisiez mention en début de topo. C'est pour ça qu'on voit une explosion. On a vu une explosion depuis une quinzaine d'années des mises en chantier de condos, même où on arrive aujourd'hui à une situation qu'il y a une saturation du marché. Mm-hmm. Il y a de plus en plus d'unités de condos qui se construisent et qui sont finis de construire, en fait, et qui sont toujours invendus. Donc, il y a même des risques, disons, de surchauffe. Un peu moins cette année, on a vu une certaine détente dans les risques de surchauffe immobilière à Montréal, surtout dans la dernière année. Mais encore aujourd'hui, on se rend compte, si du côté des marchés locatifs, il y a un état de pénurie, du côté du marché du condominium, il y a plutôt une forme de crise de surproduction, si je peux dire.
Donc, vraiment une transformation, un peu une stabilisation, puis bien entendu une stabilisation, disons, qui est tout à l'avantage des propriétaires, parce que s'il y a un état de pénurie qui se maintient, bien, dans le rapport de force qui est la négociation pour le coût du loyer, bien, moins qu'il y a d'unités de logement sur le marché, plus que les gens qui offrent des unités de logement, bien, ont le gros bout du bâton quand il vient le temps de négocier. Donc, la tendance à la hausse dans les loyers, qui s'est ralentie l'an dernier, bien, va peut-être repartir à la hausse cette année. Mais ça, comme je l'ai dit, on va voir les statistiques la semaine prochaine, donc on va voir le connaître à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des signes d'espoir? Parce que là, le portrait que vous dressez est assez négatif. Est-ce qu'on s'en va est-ce que les pouvoirs publics ont quand même mis certains programmes de l'avant pour tenter de corriger le tir? Parce que je pense que si la situation perdure de cette façon-là, nécessairement, on va arriver à un mur. Peut-être il y avoir peut-être des gens complètement à la rue où ces gens-là vont trouver un endroit où loger. En fait, la réponse des pouvoirs publics a été assez simple et comme je le disais tantôt, c'est non pas miser sur offrir des logements locatifs abordables aux gens, c'est s'arranger pour que les logements existent, mais c'est miser vraiment sur l'accès à la propriété, se dire si on facilite l'accès à la propriété, les unités de logement vont se libérer parce que les gens vont aller dans des condos, vont aller vivre à Blainville, à Longueuil ou je ne sais trop où. Et donc, si les unités se libèrent parce que les gens accèdent à la propriété, ça va faire de la place pour les nouveaux locataires qui rentrent. Cette stratégie-là, malheureusement, on peut le voir, a eu ses limites. S'il y a eu un certain desserrement, disons, de l'état comme je disais, on passe d'un état de crise à un état de pénurie, ça ne semble pas suffisant pour régler le problème, mais surtout, ça ne semble pas suffisant parce que, bon, il y a le portrait global au Québec, et quand on va voir, disons, région par région, il y a des régions au Québec qui souffrent vraiment de situation catastrophique en termes de logement. Québec, Saguenay ont des taux d'inoccupation qui encore sont plutôt autour du 1,5 %, donc des taux encore très bas. Et là, une région comme l'Abitibi a des taux d'inoccupation qui frôlent le zéro, en fait. Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Amos, on oscille entre le 0, 0,1, 0,3. On voit vraiment là aussi un effet d'une autre politique publique qu'on appelle le Plan Nord, la volonté de stimuler le développement économique par l'exploitation des ressources naturelles a des conséquences socio-économiques, a des conséquences sociales qui ne sont pas pour l'instant prises en charge par les pouvoirs publics, parce que même à la fois les promoteurs immobiliers, à la fois les industries minières ne veulent pas construire des unités de logement locatif dans les régions ressources parce qu'ils se disent, nous, on est ici pour 15-20 ans, exploiter une mine, puis après ça, on s'en va, on veut pas construire des logements, on veut pas être pris avec un parc locatif par après. Sauf que le problème, c'est qu'en attendant, il y a pendant 15-20 ans des problèmes de pénurie. Et même un petit parallèle qu'on peut faire avec la situation à Fort McMurray, dans le nord de l'Alberta, qu'on voit vraiment des problèmes récurrents de logement depuis, le boom lié à l'exploitation des sables bitumineux. Donc, il y a aussi la situation à Montréal, la situation, disons, globalement, d'un point de vue strictement statistique au Québec, tend à, c'est quand même un peu amélioré. On n'est plus dans l'état qu'on a pu connaître il y a 10-12 ans. On voit certaines régions qui ont vraiment des situations catastrophiques, beaucoup liées à la ruée vers le nord, liées à l'exploitation des mines. Et si on va de l'avant avec d'autres types d'exploitation des ressources naturelles, gaz de schiste, le pétrole sur l'île d'Anticosti, ce même type de problème-là risque de se répercuter un peu partout à l'échelle du Québec dans les régions éloignées. Puis à l'IRIS, vous réfléchissez donc à ces problématiques-là. Outre mettre plus d'argent, est-ce qu'il y a des solutions, parce que c'est facile donc ouvrir le robinet, on met plus d'argent, les choses vont se régler. Y a-t-il des solutions plus structurantes ou qui pourraient aider finalement, ou c'est juste finalement le pouvoir public a injecté des fonds supplémentaires pour construire des logements sociaux? Il y a deux choses, parce qu'il ne s'agit pas tant ça de mettre plus d'argent, il s'agit de mettre l'argent à bonne place. Le soutien financier pour les jeunes familles, pour que ces familles-là accèdent à la propriété, pour être mieux utilisé ou mieux équilibré, disons, de manière à pas tout miser finalement sur l'accès à la propriété, parce qu'il y aura toujours des familles, il y aura toujours des gens, des individus qui pourront pas ou qui voudront pas accéder à la propriété pour mille une raisons, des fois pour des raisons de moyens ou pour des raisons de choix, de style de vie ou peu importe. Donc, il y a une question d'équilibre, et là, l'équilibre, en fait, c'est qu'il n'y en a pas. La seule solution que les pouvoirs publics ont, c'est l'accès à la propriété. Ce qui n'était pas le cas avant. Dans les années... Prenons par exemple la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui avait traditionnellement dans sa mission d'aider au développement, au financement des projets de construction de
de parcs locatifs, d'immeubles locatifs. Aujourd'hui, la mission de la SCHL ressemble beaucoup plus finalement à stimuler les prêts hypothécaires en vendant des garanties, en étant le garant finalement du système qui fonctionne à l'accès à la propriété. Et ça, en passant, accès à la propriété qui souvent quand on parle qu'on vit une spirale de l'endettement des ménages, cette politique-là des pouvoirs publics à pousser les gens à accéder à la propriété n'est pas complètement étranger au fait que les mêmes ménages, après, se retrouvent lourdement endettés parce qu'il y a souvent des gens qui ont finalement pas nécessairement les moyens d'accéder à la propriété, qui accèdent malgré tout. Ouais, à cause du soutien des pouvoirs publics, quand au final, une politique de logement social, une politique axée sur le développement des marchés locatifs aurait une tendance à faire baisser l'endettement des ménages, ou en tout cas à ne pas le stimuler, ce serait déjà ça, et pour répondre aux besoins sociaux de la population que le marché privé est en fait, au moins depuis 15 ans, incapable de faire, en fait. Peut-être que c'est pas tout le monde qui peut se permettre l'accès à la propriété, puis on l'a vu de toute façon aux États-Unis avec la crise, finalement, qui a touché le monde au complet, que finalement, il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, mais c'est peut-être le fameux rêve américain d'avoir sa maison, sa cabane au Canada, ici pour le rêve canadien. Mais Elodie, tu voulais rajouter quelque chose? Il y a aussi tout l'enjeu de l'étalement urbain dont vous parliez, l'accès à la propriété. J'imagine que ça a un impact direct sur l'étalement urbain. En fait, ça a deux choses. Ça a les impacts des transformations dans même le paysage. Si on prend l'exemple de Montréal, dans le paysage urbain montréalais, on voit vraiment, il faut se promener dans les rues, puis on voit des quartiers qui se transforment avec, disons, la construction de condos. Ça, il y a ça. Puis après ça, effectivement, on prend notre auto, on prend la 15 et on s'en va vers le nord. Et depuis 15 ans, il y a des villes qu'on pourrait dire qui sont presque apparues, qui sont sorties du sol. C'est plutôt, et c'est pas, disons, d'un point de vue d'urbanisme, les villes les plus jolies qu'il y a en ce bas monde. Donc, vraiment, même une transformation, un étalement, une espèce de tentacule de la banlieue qui va... regardez, une petite parenthèse anecdotique, mais je suis allé voir de la famille à Mirabel la semaine dernière et finalement, je me rends compte que la banlieue se rend jusqu'à Mirabel aujourd'hui. Mais Mirabel, on est presque à 45 minutes de Montréal. C'est plus... en tout cas, il y a une banlieue qui s'étend avec tous les maux liés au transport, liés à l'environnement, liés aux problèmes de contamination des nappes phréatiques, liés aussi, il faut rappeler, c'est les terres agricoles du Québec qu'on transforme en banlieue. Donc, il y a beaucoup de ça. Et donc, cette pression à devenir propriétaire a des répercussions pour l'endettement des ménages, a des répercussions parce qu'on ne répond pas aux besoins sociaux pour les gens qui ont besoin de logements locatifs ici. Il y a des problèmes environnementaux, d'urbanisme, etc. La mixité sociale aussi, j'imagine, c'est un peu. La mixité sociale, le problème aussi avec le développement des condos, c'est qu'on tasse les gens, effectivement. On transforme les quartiers, oui, effectivement. Ça, présentement, dans Villeray, Rosemont, Hochelaga, Saint-Henri aussi, j'imagine, Pointe-Saint-Charles, il y a des tensions, là, des transformations du tissu sociologique des quartiers de Montréal qui est en cours actuellement. Mais ça, c'est pas récent non plus. C'est pas quelque chose qui tombe d'hier, mais c'est un processus que les politiques d'accès à la propriété vont, parce que maintenant, qui a les moyens d'acheter pour habiter à Montréal, mais ça change un peu le tissu. C'est plus les familles traditionnelles qui sont là de génération en génération, c'est les nouveaux arrivants avec une provenance sociale différente, effectivement. Puis, est-ce qu'il y aurait... je cherche des solutions, là, parce que on sait que ça va mal, mais il y a beaucoup de développement. Il y a des gens qui disent... Retournons à ces bonnes vieilles coopératives aussi. Est-ce que vous voyez quelque chose de positif là-dedans? Il y a plusieurs types de coopératives. Je pense qu'il y a des coopératives où on peut même être propriétaire, entre guillemets. Donc, ça pourrait être une espèce de compromis dans cette espèce de rêve d'avoir son logement. Donc, peut-être le gouvernement pourrait pousser là-dessus pour tenter de remédier au problème de la crise du logement? Quand on dit que quand je dis que les pouvoirs publics devraient réinvestir, c'est bien entendu, il ne s'agit pas de construire des HLM mur à mur. Il y a plusieurs types de logements sociaux. Les coopératives en est un de ceux-là. Et l'avantage de la coopérative, c'est que c'est aussi un mode de vie, un milieu de vie qui tranche avec cette vie atomisée que l'accès à la propriété propose. L'accès à la propriété, c'est bon, c'est le rêve américain. Enfin, chacun chez soi, dans son petit chez soi, qui fait ses petites affaires. La coopérative, c'est loin d'être parfait. Il ne s'agit pas de penser que c'est un modèle idéal et tout. Il y a des problèmes dans les coopératives, mais il reste que ça a un avantage que ça force les gens de se réunir, ça force les gens de se rencontrer, puis ça crée des communautés de vie beaucoup plus riches, moins atomisées que ce que la propriété privée, en fait, nous force à faire, parce qu'on s'occupe chacun de nos petites choses. Donc, ça fait partie des solutions. Le logement social, les coopératives.
Mais il y a aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que même, et ça, une étude à l'IRIS qu'on avait faite il y a maintenant 6 ou 7 ans, avait démontré que même pour les promoteurs immobiliers, construire du logement locatif, souvent nous disent, on construit des condos parce que c'est rentable, on ne construit pas de logement locatif parce que c'est pas rentable. C'est pas tout à fait la vérité. La différence, c'est que les condos étaient tellement beaucoup plus rentables que le logement locatif que pour un promoteur, il n'y avait pas l'intérêt à construire du logement locatif. Pourtant, les logements locatifs avaient fait des taux de rendement de 8, 9, 10 %. C'est juste que les condos avaient des taux de rendement de 15, 16, 17 %. Donc, il y a là aussi, imposé par les pouvoirs publics, mais si vous construisez des condos, on vous impose des quotas, il y aura aussi des logements locatifs dans votre complexe pour en revenir à une certaine mixité dans le développement qui se passe. Finalement. Bon, ben c'est fort intéressant, mais on va voir justement encore un enjeu qui pourrait être débattu lors de la prochaine campagne électorale, hein, l'imposition de quotas lorsqu'il y a des condos qui sont construit. Donc, un autre enjeu intéressant. Mais Monsieur Philippe Hurtaud, politologue, merci beaucoup de votre présence. Puis je veux juste dire en terminant qu'on va avoir d'autres personnes de l'IRIS qui vont venir tout au long de l'été. Donc, c'est un partenariat entre l'IRIS et les États généraux. Puis on est très content de vous avoir pour l'été. C'est fort intéressant. Donc, merci. Puis vous saluerez les membres de l'équipe pour nous. Donc, si les gens veulent avoir des détails, ils vont sur le site Internet de l'IRIS. Ouais, merci à vous. J'étais bien content d'être le premier à venir pour ce fameux partenariat. Merci.